Bonjour à tous, merci Chris. Donc, en effet, je suis épidémiologiste et je vais vous présenter l'expérience de Médecins sans frontières dans le déploiement des modèles différenciés qu'Étienne et Chris viennent de présenter en République démocratique du Congo et en Ouganda. Alors, pour recontextualiser rapidement, Chris a déjà donné un état des lieux de la pandémie de VIH dans le monde, mais aujourd'hui, près de 39 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et la région d'Afrique subsaharienne porte le fardeau le plus important de cette pandémie, puisque près de 26 millions de personnes y vivent avec le VIH. Donc, dès les années 2010, l'OMS et l'ONU-SIDA ont proposé des nouvelles stratégies dans le but d'éradiquer cette pandémie à l'horizon 2030 et d'avoir un impact sur le diagnostic, le traitement, la prévention et la réponse à cette pandémie. Donc cela a commencé avec la cascade de prise en charge, plus communément appelée la 90-90-90, désormais 95. En 2015, l'OMS a également proposé la stratégie de test and treat, c'est-à-dire d'apporter une réponse thérapeutique dès un diagnostic positif au virus VIH à tout patient. Et en 2016, l'OMS a également proposé d'accompagner les pays dans le déploiement des fameux modèles différenciés auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, comme on disait tout à l'heure, donc la prestation de services différenciés, c'est une approche de prise en charge centrée sur les soins qui simplifie et adapte les services liés au VIH aux préférences et aux besoins des personnes vivant avec le VIH ou avec une maladie chronique, comme disait Étienne tout à l'heure. Donc, comme sur les schémas que l'on voit sur la droite de cette diapositive, le patient est au centre de sa prise en charge, et pour tous les aspects de sa prise en charge, c'est-à-dire l'accès au traitement, l'accès à des tests laboratoires, le conseil, il va pouvoir choisir, on va pouvoir lui proposer plusieurs choses en termes de temps, de lieu, de personnes avec qui il pourra donc avoir le pouvoir, entre guillemets, sur sa prise en charge. Et cela permet au système de santé de réaffecter les ressources pour donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, parmi les modèles différenciés qui ont été le plus documentés et qui sont peut-être les mieux connus aujourd'hui, il s'agit des modèles différenciés d'accès aux traitements thérapeutiques par voie communautaire, plus communément appelés les CAG ou les Cyclades, et qui ont pour effet, en tout cas, d'avoir un impact sur la couverture thérapeutique des personnes vivant avec le VIH et l'accès à une charge virale supprimée. Donc maintenant, intéressons-nous à l'expérience de MSF sur deux pays où la prise en charge VIH posait déjà certains défis que je vais détailler après. Donc le premier exemple, c'est la prise en charge VIH à Goma, en République démocratique du Congo. Pour revenir sur l'état des lieux de la pandémie de VIH au Congo, la prévalence était estimée à 1,2%. Très rapidement, le ministère de la Santé a proposé une décentralisation des soins VIH et une intégration donc, dans les activités de soins classiques. En 2016, le ministère de la Santé a également implémenté la stratégie de test and treat que je vous ai détaillée juste avant. Et en 2018, ils ont donc développé un plan opérationnel pour le déploiement des modèles différenciés. Donc, concernant l'activité d'MSF à Goma, donc MSF collabore avec le ministère de la Santé et en mars 2021, MSF a accompagné, ou en tout cas apporté son soutien au ministère pour déployer les CAG, donc les modèles d'accès différents, les modèles d'accès à un traitement thérapeutique, enfin un traitement antirétroviral, pardon, par voie communautaire. Donc, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Étienne et Chris, on proposait le choix à chaque personne vivant avec le VIH donc de choisir par quel mode ils souhaitaient avoir accès à leur traitement. Donc, soit ils souhaitaient rester dans une sorte de modèle classique, c'est-à-dire tous les mois de rester à une visite clinique et de continuer le même suivi qu'ils avaient depuis le début de leur prise en charge, ou alors d'intégrer un groupe communautaire par voie duquel ils pouvaient avoir leur traitement et ne se présenter qu'une fois par an en clinique pour avoir leur test virologique. Et donc nous avons accompagné MSF dans l'évaluation de ces modèles en RDC avec pour objectif d'évaluer ces modèles en mesurant des indicateurs de continuum de soins clés tels que la rétention dans les soins et la proportion de personnes ayant une charge virale supprimée. Et également, on souhaitait documenter la satisfaction de ces personnes en 2022. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter que deux outcomes d'intérêt. Le premier, c'est la rétention dans les soins à 12 mois après le déploiement et la satisfaction des patients. L'une des craintes
pas majeure, mais en tout cas une des craintes principales que nous pouvions avoir, c'est qu'en laissant le patient donc prendre en soin, avoir sa préférence et donc ne plus revenir en clinique, de peut-être les perdre et donc de ne plus pouvoir les maintenir dans le soin. C'est pour ça qu'on souhaitait réellement documenter de façon robuste le nombre de patients qui choisissaient ces modèles et qui continuaient à être toujours dans le soin et donc à avoir accès à un traitement thérapeutique. Donc, pour les résultats au niveau quantitatif, nous avons analysé les données de la cohorte, près de 2000 personnes, et nous avons analysé donc leur rétention dans les soins en utilisant une analyse de Kaplan-Meier, qui est une statistique utilisée donc pour la survie, et nous avons donc documenté à 6 mois et à 1 an la rétention dans les soins des patients qui avaient choisi ce modèle. Et donc, nous voyons sur cette diapositive qu'à 1 an, 96% des personnes qui avaient opté donc pour un accès à leur traitement par voie communautaire étaient toujours maintenus dans les soins. Pour la satisfaction, nous avons échantillonné donc, une sous-population de la cohorte active. Nous avons utilisé un questionnaire de satisfaction que nous avons nous-mêmes développé et qui portait sur l'échange avec les autres membres, la qualité et la confidentialité à l'intérieur du groupe, le soutien mutuel, le renouvellement du traitement, le suivi de leur charge virale et l'organisation du groupe. Et donc, nous avons observé que la majorité des patients, comme on voit, puisque le coloris bleu clair et bleu foncé montre une satisfaction classique ou une très grande satisfaction, voilà, que la majorité des patients étaient en effet très satisfaits de ce nouveau modèle par lequel ils avaient accès à leur traitement. Maintenant, intéressons-nous en Ouganda, à KCC, qui se trouve à l'ouest du pays. Pour revenir sur l'épidémie de VIH en Ouganda, la prévalence n'est pas la même qu'en RDC. Le fardeau est plus important puisque près de 6% des personnes vivant en Ouganda vivent avec le VIH. Toutefois, très rapidement, le pays a atteint la cascade de 90-90-90, donc les objectifs de l'ONU-SIDA. Ils ont aussi très vite déployé plusieurs stratégies recommandées par l'OMS et l'ONU-SIDA afin justement de réduire la fréquence des visites dans les cliniques et de pouvoir prioriser les personnes qui en avaient le plus besoin. Donc en 2016, ils ont déployé le Test and Treat et ils ont également donc, déployé dans tout le pays les modèles différenciés. Pour revenir au contexte donc, de MSF, en tout cas au programme MSF à KCC, depuis 2017, le programme a fermé. Mais à partir de 2017, MSF et le ministère de la Santé ont commencé à délivrer donc, des soins de qualité pour les personnes vivant avec le VIH, qui sont donc ce qu'on appelle des Fisher Folk, c'est-à-dire, il faut savoir qu'à KCC, dans cette région, ce sont surtout des communautés qui vivent avec la pêche, que ce soit donc par la vente ou par la pêche elle-même. Et cela a fait suite à une étude anthropologique et une autre enquête menée par Épicentre qui mettait en évidence que la nature mobile de ces populations, qui suivit les bancs de poissons, en fait, posait des défis majeurs dans l'accès à un traitement continu et donc à une charge virale supprimée. C'est pour cela que MSF donc, a souhaité mettre en place ce projet. Nous proposions donc aux patients 2 possibilités, 2 choix de modèles différenciés. Ils pouvaient continuer à se présenter en clinique tous les 3 mois, mais par le biais d'un coupe-fil, c'est-à-dire ils se présentaient à un point de pharmacie et ils pouvaient avoir leur traitement sans avoir à attendre un rendez-vous avec un clinicien. Ou alors, ils pouvaient choisir d'avoir leur traitement via le modèle communautaire que je vous ai présenté juste avant. Donc nous avons également cherché à évaluer ces 2 modèles différenciés 3 ans après le début de l'implémentation. Donc en comparant d'abord les caractéristiques des patients, nous souhaitons savoir s'il y avait une photographie ou en tout cas des caractéristiques spécifiques aux patients qui préféraient choisir tel ou tel modèle différencié, de décrire leur devenir en termes de rétention dans les soins, comme pour GOMA, de couverture de charge virale, de charge virale supprimée. Et on souhaitait également évaluer l'acceptabilité et la pertinence de ces projets dans cette communauté qui présentait des défis. Aujourd'hui, comme pour GOMA, je vais vous présenter que 2 outcomes, c'est-à-dire la rétention dans les soins 1 an après le début et la satisfaction des patients. Pour l'analyse de la rétention dans les soins, nous avons analysé les données en rétrospective de 1773 patients. Et donc à 1 an, nous voyons, alors comme nous avons pris un recul de 3 ans, la courbe va plus loin. Mais si l'on regarde à 1 an, là où il y a les pointillés, nous avons 91% des personnes qui avaient choisi le coupe-fil qui étaient toujours maintenues dans les soins et 97 personnes qui avaient choisi le mode communautaire qui étaient toujours
maintenus dans les soins. Donc on est quand même au-delà des objectifs de l'ONU-SIDA pour éradiquer la pandémie. Pour la satisfaction des patients, nous avons utilisé une approche qualitative. Nous avons mené 38 entretiens et 5 focus groups. Et nous avons observé, ou en tout cas mis en évidence, une perception très positive, que ce soit pour l'approche communautaire ou pour l'approche coupe-fil, avec, donc je vous lis 2 verbatims. La première qui est un homme qui avait choisi le modèle communautaire, qui nous dit « J'aime tellement cette initiative que même lorsque je suis absent, je peux recevoir mes médicaments. Et une autre chose est que lorsque je suis occupé avec mon commerce de poissons, ils apportent toujours mes médicaments à mon domicile. Et c'est pour cela que j'aime le groupe. » Et nous avons une autre verbatim d'une femme ayant opté pour le modèle coupe-fil qui nous dit « Je n'ai aucun problème dans la façon dont j'obtiens les services de traitement antirétroviral, car à mon arrivée à l'établissement, peu importe que ce soit un jeudi ou un samedi, nous pouvons faire le plein de traitements chaque jour de la semaine. Nous qui recevons ces services, ils nous traitent très bien, vous ne trouverez personne qui se plaint, d'après ma propre observation. » Alors, en conclusion, les résultats de ces évaluations montrent que les modèles de soins différenciés, lorsqu'ils sont adaptés aux communautés, assurent une rétention élevée et une forte acceptabilité, même parmi les communautés mobiles et dans des contextes de soins VIH complexes. Ils mettent en évidence la nécessité d'une approche centrée sur le patient et spécifique au contexte, permettant de répondre le plus efficacement aux préférences et aux besoins des personnes vivant avec le VIH. Donc, en dépit des grands progrès réalisés dans la lutte contre le VIH ces dernières années, nous savons maintenant qu'une approche universelle de la prise en charge des personnes avec le VIH n'est plus du tout appropriée. Je souhaite remercier les 2 personnes qui m'ont accompagné donc, dans la coordination de ces 2 études, tous les participants des enquêtes, les coordinations à Kinshasa, Goma aussi, de fait, et Kampala, Chris aussi, et toute ta cellule pour le soutien dans ces 2 études. Merci beaucoup.